souhaite rallier tous les acteurs socio-économiques à sa cause, la défense de la foresterie durable, du droit de récolter et de créer de la richesse en mettant en valeur la forêt boréale. Pour les journalistes, là, pour la procédurite un peu de cette rencontre, je vais lire le document principal qui a été préparé. Par la suite, je vais passer la parole à M. Lebel puis à M. Paquette. Ces deux personnes vont vous parler de leur organisation, des problématiques rencontrées. Et après ça, on passera à la période des questions. Ce matin, avec nous, outre moi comme préfet de la MRC de Manicouagan, il y a aussi Mme Micheline Antil, qui est préfet de la MRC de la Haute-Côte-Nord. Et il devrait se joindre à nous, M. Alain Thibault, préfet de la MRC de Cette-Rivière. Comme l'a si bien dit M. François Legault lors de la campagne électorale de 2018, il faut voir grand pour l'industrie forestière. Alliance Forêt Boréale ainsi que tout le secteur forestier lance un cri d'alarme au premier ministre du Québec, M. François Legault, et au ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, afin que notre industrie, déjà affectée par une rentabilité déficiente, soit en mesure de traverser la crise de la pandémie et contribuer à la relance économique du Québec. L'industrie forestière aura de la difficulté à survivre à la crise actuelle et à se relever si des changements majeurs ne sont pas apportés dans l'immédiat au régime forestier actuel. Le temps des discussions est révolu et la crise que le Québec ainsi que l'industrie forestière vivent nous force à innover rapidement. Le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs devra aussi innover rapidement si nous souhaitons qu'il y ait toujours une industrie forestière au lendemain de cette crise sans précédent. Lors de la campagne électorale provinciale de 2018, le premier ministre François Legault s'est engagé à permettre plus de prévisibilité pour les droits de coupe, l'aménagement du territoire et les programmes de soutien à la production forestière. C'est en ce sens qu'Alliance Forêt Boréale et tout le secteur forestier interpellent non seulement le ministre des Forêts, M. Dufault, mais principalement le premier ministre du Québec, pour que l'ensemble des intervenants du secteur forestier puissent contribuer efficacement à la reprise économique de notre région et du Québec en entier. Depuis l'entrée en vigueur du régime forestier en 2013, plusieurs difficultés de sa mise en œuvre ont été identifiées, ce qui nuit à l'efficience et à la rentabilité des opérations de notre industrie forestière. Nos industriels forestiers et nos entrepreneurs sylvicoles ont besoin de flexibilité, d'agilité et de marge de manœuvre pour être compétitifs. Pourtant, les entreprises ont les mains liées face à la lourdeur bureaucratique et administrative du régime forestier actuel. Nous sommes d'accord avec vous, M. Legault. La relance de l'économie du Québec passe par les PME et les régions. Afin d'y contribuer, les entreprises sylvicoles ont besoin de prévisibilité budgétaire et de flexibilité en réalisant elles-mêmes leur planification annuelle. Et les entrepreneurs forestiers, maillons essentiels de la chaîne de production, ont besoin de cette prévisibilité pour investir dans le renouvellement de leurs équipements et stabiliser leur main-d'œuvre. Aujourd'hui, nous voulons être en mode solution afin que notre industrie survive à la pandémie. Alliance Forêt Boréale demande au ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs d'améliorer le régime forestier actuel en réalisant une planification sur 5 ans des opérations forestières, tout en offrant la possibilité d'utiliser les secteurs définis d'une manière plus efficace et efficiente. De plus, nous demandons au ministère que la programmation annuelle puisse être ajustable dans les secteurs planifiés, et ce, en fonction de la réalité du terrain, des conditions climatiques et des opportunités opérationnelles. Nos deux entrepreneurs vont vous expliquer tantôt un petit peu les problèmes qu'ils vivent au niveau de la flexibilité des opérations. Car l'enjeu véritable n'est pas seulement une question de planification sur un horizon de 2, 3 ou 5 ans, mais l'agilité et la latitude d'y opérer. Ces modifications au régime forestier actuel offriront une plus grande prévisibilité
aux entreprises sylvicoles qui ont besoin de planification budgétaire et de flexibilité et qui pourraient réaliser elles-mêmes leur planification annuelle. Monsieur le Premier ministre, nous pouvons et voulons faciliter la reprise économique de notre région. Et nous voulons surtout être en mode solution. Ce n'est plus le temps de former des comités qui ne font que faire miroiter des solutions et qui finalement n'aboutissent à rien. Il nous faut passer à l'action. Nos industriels, nos entrepreneurs forestiers et nos professionnels de la forêt sont prêts. Nous croyons qu'il est temps de nous laisser la chance d'essayer et d'innover dans les façons de faire. Permettez-nous d'être efficaces et efficients. Nous serons tous gagnants et particulièrement nos communautés et les milliers de travailleurs et familles qui vivent de la forêt. Sur la Côte-Nord, l'achat local, c'est aussi notre ressource forestière. Elle est là pour nous aider à redynamiser notre économie et celle du Québec. Ce sont plus de 20 municipalités des MRC Manicouagan, Haute-Côte-Nord et Sept-Rivières qui dépendent de la forêt. Donc, vous comprenez la problématique. J'aimerais maintenant passer la parole à M. Lebel, qui va, bien sûr, messieurs les journalistes, les questions vont être posées après les présentations. M. Lebel, je vous passe la parole. Merci. Rapidement, dire un petit mot là, sur notre organisation. On est une coopérative forestière là, qui débute sa 49e saison d'opération cette année, qui va commencer là, dès le début de la semaine prochaine. D'entrée de jeu, je voudrais vous dire là, qu'une entreprise sylvicole, la présentation, ce n'est pas juste un groupe de reboiseurs qui plantent des arbres. L'entreprise sylvicole, c'est des ouvriers sylvicoles, c'est des opérateurs de machinerie, c'est des mécaniciens, c'est des cuisiniers, c'est du personnel d'entretien, des techniciens, ingénieurs, personnel administratif. Tout ce monde-là fait partie de nos organisations. Ça comprend aussi de la gestion d'équipement, de l'hébergement en termes de capacité et de possibilités, de la gestion de santé et sécurité, entre autres, gestion de ressources humaines. L'entreprise sylvicole, c'est un petit peu ça. Dans notre cas, on a parlé de prévisibilité comme étant une problématique. Là. Vous donner un exemple concret en termes de problématiques. Actuellement, on est en crise du COVID, puis ça a éclipsé un petit peu, ou ça a mis de côté l'ensemble des problématiques qu'on vivait, parce qu'on parle pratiquement plus rien de ça. Avant le COVID, là, on vivait une problématique de main-d'œuvre, disponibilité de main-d'œuvre. Donc, pour recruter notre personnel, on entreprend les démarches dès la fin janvier, habituellement dans une année, pour être prêt à opérer fin mai, début juin. Puis, on reçoit notre planification au mois d'avril. Fin avril, j'ai reçu une première planification. J'ai eu des changements dans celle-ci, encore il y a 2 semaines. Donc, quand j'obtiens ma planification de travaux, j'ai de l'information à l'intérieur de ma planification qui vont me permettre de déterminer combien j'aurai besoin de travailleurs, à quel taux, quel salaire ces travailleurs-là pourront être rémunérés, puis quel sera le travail qu'ils auront à réaliser. Donc, vous comprenez que quand je fais un appel de candidature pour des postes bien particuliers au mois de janvier-février, puis je reçois des appels, les travailleurs me demandent à quel salaire tu vas nous donner, puis je leur dis, je ne le sais pas encore. Pendant combien de périodes de temps tu peux me garantir du travail? Je ne le sais pas encore. Puis quel sera exactement le travail que j'aurai à réaliser? Je ne le sais pas encore. Ça ne fait pas de moi un employeur ben sexy pour recruter du personnel. Quand on parlait que le domaine forestier avait peut-être une difficulté de maintenir ses travailleurs, ça en fait partie. Si j'aurais une prévisibilité sur quelques années, je saurais déjà l'année prochaine vers où est-ce que je m'en vais. J'aurais déjà une idée des types de travaux précisément que j'aurais à faire, les salaires que je pourrais percer aux employés, puis de lui garantir une saison. Demander, là, cette année, j'ai une planification de travaux
qui me permettrait, parce que je suis gestionnaire propriétaire et gestionnaire d'un campement forestier qui nous appartient. La planification que j'ai obtenue à réaliser en périphérie de mon campement, c'est pour 4 semaines d'opération. Tout l'ensemble de mes autres travaux seront réalisés à partir d'un autre lieu d'hébergement. Donc, pas à proximité de mon camp. Moi, j'ai besoin d'un cuisinier, fait que j'ouvre un poste de cuisinier. J'ai beau avoir de l'air sympathique, mais si j'ai à offrir que 4 semaines de travail à un cuisinier dans un contexte qui prévalait de pénurie de main-d'œuvre, encore là, ce n'est pas des conditions idéales pour me permettre de recruter du personnel. Je pourrais peut-être laisser. J'ai énuméré un premier problème. Je pourrais peut-être laisser. Rémi. Bon, je m'appelle Rémi Banquette, je suis copropriétaire de la compagnie Nord-Forêt qui est mon siège social est à Bécomo. Nord-Forêt, c'est environ 70 travailleurs, 23 saisons d'opération cette année, un campement forestier. On œuvre dans les 3 familles de traitement aussi, donc le reboisement, l'éducation de peuplement, qui est finalement le débroussaillage, le dégagement de plantation, éclaircissement commercial, le travail de débroussaillage, et la préparation de sites, qui est la préparation de terrain avant les travaux de reboisement. Dans notre cas, aussi, on a des problèmes au niveau de la prévisibilité, entre autres avec l'incertitude budgétaire qu'on vient de nous annoncer. C'est sûr qu'il y a des appels d'offres qui présentement, il y a des entrepreneurs au Québec qui ont remporté des appels d'offres dans les derniers mois et qui se sont fait retirer ces appels d'offres-là, ou en tout cas se sont fait dire de les mettre sur la glace. Ce que ça fait, c'est que ces gens-là, ils ont engagé des gens en prévision de ces travaux-là, ils ont engagé du personnel supplémentaire ou ils ont consolidé des emplois des travailleurs existants. Puis aujourd'hui, ils se retrouvent entre 2 chaises parce qu'ils se demandent s'ils vont être capables d'honorer ces embauches-là. En plus de ça, normalement, il devait y avoir une vague d'appels d'offres qui devait être annoncée aux alentours du 6 mai. Ces appels d'offres-là publics, on nous a dit que c'était retardé, puis on pourrait même se douter qu'elle pourrait être annulée. Dans le contexte où on veut relancer l'économie, autant dans la province que dans la région, on pensait que les travaux sylvicoles, avec des budgets normalement qui devaient être stabilisés, qu'on pouvait être un vecteur de ça. Notre PME à nous, c'est environ, c'est plus d'1 million de salaires annuellement, puis aussi c'est plus d'1 million de retombées économiques seulement dans la région de Bécomo. Donc, on pensait qu'on pouvait contribuer au développement économique de la région par nos travaux. Les problématiques qu'on vit, autant au niveau là, du reboisement que de la préparation de terrain, c'est beaucoup là, les changements de secteur au cours d'une même saison. Ça fait que souvent, on peut opérer sur environ 200 km². Et puis, selon les demandes qu'on a, on va aller d'un endroit à l'autre et revenir à l'endroit initial plusieurs fois dans une saison. Ça fait qu'au niveau des coûts, c'est sûr que ça, c'est majeur parce qu'au total, c'est le même budget, mais c'est les coûts qui explosent là, parce qu'on doit se déplacer plusieurs fois. Autre chose qui est problématique, c'est au niveau budgétaire. On nous a annoncé, là, ça fait 6 ans que le budget sylvicole est gelé à 225 millions provincialement. Mais avec l'indexation des prix des travaux, cette année, c'est environ 12 % de moins de superficie qu'on va traiter, 12 % moins de plants ou 12 % moins de superficie ou de broussaillage ou de préparation de terrain qu'on va traiter cette année par rapport à 2013. À chaque année, on perd, à cause que le budget est plafonné, on perd un peu d'aménagement de notre territoire ici dans la Manicouagan. Ça fait qu'on interpelle aussi le premier ministre pour en profiter pour investir plus
dans les travaux sylvicoles, le temps que l'économie globale reprenne son air d'aller, et puis de respecter les engagements qui avaient été pris au moment de l'élection. C'est les demandes qu'on fait aujourd'hui. Est-ce que tu veux compléter, William? Je voudrais juste rajouter, pour aller dans le même sens que Rémi, avec un autre exemple. Là, nous autres, l'expression qu'on utilise, c'est qu'on retourne dans les mêmes fourches d'année après année. Là. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, on avait une fourche, un chemin où il y avait eu de la récolte, où on doit faire le reboisement l'année passée, c'était l'année passée, ça. On devait faire le reboisement. Puis, il y a différents types, grosseurs de plants forestiers qui nous est demandé de reboiser. Donc, il nous restait un terrain à reboiser dans le fond de la fourche, si on dit de cette façon-là. Par contre, il n'y avait pas le gabarit, la grosseur du plan qui était demandé, qui n'était pas disponible. Il aurait fallu quitter et revenir beaucoup plus tard. Ce qu'on a demandé, en notre cas, on a demandé, vu qu'on avait un autre type de plan qui était la même essence, qui avait très peu de différence, on a demandé la possibilité de changer de gabarit, ce qui nous aurait permis d'éviter d'avoir à retourner dans ce même secteur-là l'année suivante pour terminer la fourche. La demande nous a été refusée pour des conditions, pour des raisons administratives. Cette année, on a à retourner dans cette fourche-là, puis on va avoir à reboiser le même type de plan pour lequel on s'est fait refuser l'année précédemment. Il y a des conditions administratives que, pour ma part, que j'ai de la difficulté à comprendre. Moi, ça va nécessiter le déplacement d'équipements forestiers dans une fourche, dans un secteur que j'étais présent l'année précédente, pour aller compléter une petite surface de travaux. Puis je n'aurai pas un dédommagement pour cela. Je vais être payé sur la même base de taux que j'aurais été payé l'année précédente. On peut peut-être ouvrir, à moins que Rémi, tu veuilles enchérir là-dessus, on pourrait ouvrir la période de questions. Pas de problème. Fait que, Mme Catherine. Les journalistes, alors, vous avez des questions? Oui. Monsieur Paradis, je vais vous donner la parole. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. D'abord, est-ce que c'est quelque chose de facilement réalisable, avoir une prévisibilité sur 5 ans dans le domaine forestier? Nous autres, principalement aujourd'hui, on parle vraiment au niveau des travaux sylvicoles. Je pense que oui. Si on retourne, je reprends encore mon exemple de fourche, de la même fourche, là, on reboise 7-8 millions d'arbres sur la Côte-Nord annuellement. Puis à toutes les années, c'est ce volume-là qu'on reboise. Puis si je retourne dans chacune de mes fourches d'année en année, ça veut dire que globalement, j'aurais pu dire un chantier cette année, on va se le garder en réserve. Puis je vais finir un chantier puis revenir. Fait que c'est quelque chose qui est faisable. Il ne faut pas oublier qu'aussi au niveau des travaux sylvicoles, on n'intervient pas uniquement après la récolte forestière. Parce que l'objet du communiqué, on touche aussi au niveau de la prévisibilité, au niveau de la récolte, mais ce qui nous touche au niveau des travaux sylvicoles, c'est qu'on intervient dans les perturbations naturelles, les grands feux, les remises en production suite à des épidémies de tordeuses, là, comme lesquelles on vit. Fait qu'on a, puis la Côte-Nord particulièrement a été particulièrement touchée par l'épidémie de tordeuse. Fait qu'il y a du territoire quand même considérable là, qui peut être pris en considération dans la planification. En 2013, on avait eu le grand feu là, à l'arrière de Bécomo, le feu de la Lucienne. Là, 2 ans, on a eu le feu de la Bréville qui couvre des grandes ampleurs. Fait qu'au niveau des travaux sylvicoles, il y a une banque, il y a du territoire qui permettrait peut-être encore plus facilement
que les travaux de récolte pour planifier là, à long terme. Juste pour donner une référence, là, il y a au-dessus de 20 millions de plants qui étaient prévus être plantés sur le territoire de la Côte-Nord au cours des dernières années qui ne l'ont pas été. Donc, il y a certainement du territoire qui n'a pas été traité ou qui n'a pas été travaillé. Puis, 20 millions de plants, ben, c'est quand même du travail pour plusieurs années, je pense. Excellent. D'autres questions? Monsieur Allais? Oui, merci. Bonjour, messieurs, dames. Est-ce que, justement, vous venez de le mentionner, est-ce que le rythme du reboisement dans nos forêts nord-côtières rejoint celui de l'exploitation par les grandes compagnies? Est-ce qu'on suffit à régénérer la forêt suffisamment rapidement compte tenu des contraintes auxquelles vous faites face? C'est sûr que je vous dirais que la tordeuse Bourgeois-Lépinette fait beaucoup plus de dommages présentement que l'industrie forestière elle-même. C'est sûr que ça, c'est des travaux supplémentaires. Le fait qu'il n'y ait pas de plan de tordeuse au niveau des travaux sylvicoles, il y a un plan de tordeuse au niveau de la récolte, mais il n'y a pas de plan de tordeuse au niveau des travaux sylvicoles. C'est sûr que ça nous fait accumuler du retard. Par contre, il faut toujours quand même penser qu'il y a de la régénération naturelle aussi. Donc, les arbres ne poussent pas seulement avec le reboisement, mais la nature fait quand même son travail. Ça fait que là-dessus, c'est sûr qu'on peut toujours faire plus, mais je pense que le niveau est quand même acceptable, même si les entreprises sont capables de fournir plus de travail, ça c'est sûr. Mais les contraintes budgétaires présentement nous le permettent pas. Un des éléments à considérer dans la repousse naturelle, là, comme nous mentionnait, chez les entreprises qui font de la récolte, c'est que, étant donné qu'on a l'entente Côte-Nord, puis qu'il y a de la récolte dans les zones où la tordeuse a fait des dégâts, ben on coupe quand même relativement rapidement. Puis, comme il ne se fait pas beaucoup de travaux sylvicoles là-dedans, ou qu'il y a du retard dans le reboisement, c'est des repousses naturelles. Puis la repousse naturelle n'implique pas la pousse des arbres qu'on aurait espéré avoir nécessairement. Si on avait voulu avoir plus d'épinettes, puis de la repousse naturelle, c'est du feuillu ou du sapin, ben ça crée une problématique. Là. Fait que ça crée encore là une planification qui va être déficiente. M. Paradis avait demandé la parole. Est-ce que, je vous écoute, M. Furlong, est-ce que toutes les surfaces coupées sont reboisées? Il y a une certaine époque, c'était loin de ça, mais est-ce qu'on en est rendu là maintenant? Là, les experts vont vous répondre. Non, c'est pas le cas. Parce que là, quelques années, là, on était plus de l'ordre de 10 des surfaces récoltées étaient reboisées. Là, il y a eu une augmentation un peu, là. Le pourcentage précis, là, je ne pourrais pas vous le dire, peut-être un peu plus, mais je sais que ça a augmenté, mais on n'est pas. Je ne suis pas sûr qu'on atteint 20 là. Je ne pense pas qu'on atteint 20 Oui, OK. Et puis, pour revenir à ce que vous disiez concernant l'embauche tout à l'heure, M. Lebel, la prévisibilité vous permettrait donc de faciliter votre embauche. Vous pourriez dire à quelqu'un, ben regarde, toi, je t'embauche pour 2 ans, 3 ans, tu vas faire pendant 20 semaines tel job à tel salaire. On a des salaires qui sont forfaitaires. Là. Les travailleurs, les ouvriers sylvicoles qui exécutent des travaux d'éducation de peuplement, le fameux débroussaillage, c'est des travailleurs qui sont payés au niveau forfaitaire. Puis, les entreprises qui les embauchent, eux autres sont payés selon une évaluation des caractéristiques des peuplements. Ne sachant pas les caractéristiques du peuplement, les entreprises ne savent pas à quel taux ils seront rémunérés. Fait que ne sachant pas à quel taux va être rémunéré, je peux te donner un ordre de grandeur à un travailleur. Là, tu devrais être payé en temps et temps. Le monde, je pense que les travailleurs, par mesure de respect, ont quand même en droit d'avoir un peu plus de
peu plus de précision sur les conditions de travail aussi. Et juste pour continuer sur l'exemple des travaux de débroussaillage, il y a différents types de travaux de débroussaillage. Là. Il y a du dégagement de plantation, il y a du nettoiement, il y a du nettoiement ce qu'on appelle modulé. À une époque, il y a eu l'exercice pré-commercial. C'est tous des travaux qui s'exécutent à la débroussailleuse, mais qui ont des caractéristiques particulières parce qu'ils s'exécutent dans des conditions qui peuvent différer un peu. Puis, oui, c'est le même ouvrier, et certains ont développé plus d'expertise dans du dégagement de plantation, d'autres dans du nettoiement. Fait que de savoir à quel taux tu vas être payé pour exécuter quoi, puis combien de semaines de travail, bien, ça devient assez intéressant. Juste pour renchérir, c'est sûr que je vous dirais que le niveau de salaire, bon an, mal an, ça se ressemble toujours. L'enjeu est vraiment au niveau du nombre de semaines de travail qu'on peut fournir à ces gens-là. C'est sûr que le caractère saisonnier du travail, si on est capable d'offrir des saisons de 16-18 semaines plutôt que des saisons de 10-12 semaines, c'est vraiment là où l'attrait est. Puis l'autre chose, c'est d'être capable d'avoir les coups des franges quand ça vient le temps de les embaucher, puis d'être capable de leur dire la vérité, que oui, on a du travail, puis oui, c'est certain, puis oui, il va y avoir une saison. Quand on arrive avec des problématiques budgétaires comme cette année, bien, ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, on devient un peu, il y a de l'insécurité qui embarque. Puis le problème qu'on a présentement, c'est que la compétition pour la main-d'œuvre n'est pas seulement à l'intérieur de l'industrie, mais est au niveau d'autres industries. Des fois, les gens, s'il y a de l'insécurité, bien, au lieu d'être un travailleur sylvicole cette année, bien, ils vont changer de domaine complètement. Puis ça contribue à la pénurie de main-d'œuvre dans notre secteur. Il y a des gens qui vont essayer d'aller chercher plus de sécurité dans d'autres secteurs de l'économie. Puis ça vient, ça nous nuit énormément. Je crois peut-être renchérir aussi, là, parce que là, moi, j'ai donné l'exemple de mes ouvriers sylvicoles, mais je reprendrai l'exemple au niveau de mes cuisiniers. Tu sais, c'est pas juste de la prévisibilité de planification, mais c'est d'être contributif à cette planification-là aussi qui va me permettre d'être plus attractif au niveau du recrutement. Parce que si j'ai un rôle d'acteur dans la planification, je pourrais planifier des travaux de façon plus concentrée qui me permettront, eux, de savoir, là, j'en ai pour 3 ans. 3 mois, 4 mois par année d'opération à partir de ce lieu-là. Je peux m'attacher avec un cuisinier pour dire, regarde, tu as 4 mois pendant l'été, 4 mois et demi de travail que je m'engage à faire, à te rémunérer en conséquence, puis ça va être ça les horaires, puis tu vas être placé là. Comme c'est là, on est vraiment pas là, dans le contexte actuel capable de faire ça. Il faut comprendre que des semaines de plus, les gens ils vont l'accepter de travailler plus. La problématique, c'est quand tu as garanti, mettons, 14 ou 16 semaines ou 20 semaines, puis que là, tu les coupes à 12 ou à 14, les gens, là, ils deviennent insécures. Tu sais, au contraire, quand ils sont en route, tout le monde est heureux, puis tout le monde s'en va vers l'avant. Là, je pense que c'est l'élément majeur. Puis, il y a un élément qu'on n'a pas vraiment approfondi, c'est l'efficience, l'agilité. Tu sais, quand les gens pourraient participer à l'élaboration de la planification, M. Paquette nous disait tantôt que l'an dernier, là, ils ont fait de la plantation ou du débroussaillage dans un secteur. Ils ont fait 190 hectares. Il restait 5 hectares à faire. Puis le ministère lui a dit non. Il reste 5 hectares à faire, mais tu leur feras dans un autre contrat. Là, cette année, le 190 hectares, il va y avoir du reboisement. Et eux autres, ils vont avoir à aller faire le 5 hectares qui reste pour faire de la préparation de terrain. Fait que normalement, il aurait pu faire le 5 hectares de plus l'an dernier, puis ça aurait réglé le dossier. Fait que ce que nos gens nous disent, on a besoin d'être intégré dans la planification pour être capable de mieux gérer l'efficience puis l'opérationnalité de nos travaux. Fait que, mais la problématique
c'est pas les gens avec qui ils travaillent au ministère. La problématique, c'est le système est créé d'une façon à ce que c'est impossible de s'intégrer dans la planification. Si le régime forestier, le fonctionnement, il y a des problématiques structurelles qui font en sorte qu'on rencontre le même type de problème dans la récolte du bois. Là. Ce que nous disent les récolteurs, les BGA qui ont des BGA, c'est on ne peut pas savoir d'une année à l'autre, on peut-tu savoir où on va être l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Sur la Côte-Nord, c'est un petit peu plus facile à cause de l'entente Côte-Nord, mais ailleurs, c'est difficile à planifier. Donc, aujourd'hui, on est ici pour les travaux sylvicoles principalement. Puis, ce que nos gens demandent, c'est qu'ils ne demandent pas à avoir de l'argent supplémentaire principalement. Ils demandent d'avoir une meilleure planification pour être capable, puis qu'eux autres participent à la planification pour être capables d'améliorer leur gestion, faciliter leur gestion. On a tous des ingénieurs forestiers dans nos organisations. Entre autres, dans la nôtre, l'ingénieur forestier a 42 ans d'expérience, mais il n'a pas le droit de commettre d'actes professionnels. Donc, sa parole en tant qu'ingénieur, en tant que professionnel de la forêt, n'a aucune valeur et aucun écho possible parce que le système est fait que c'est seulement les ingénieurs au ministère qui ont le droit de commettre des actes professionnels. Ça fait on pense qu'on est, puis on est des professionnels de la forêt, puis on a des gens compétents et qualifiés dans nos organisations, mais qui peuvent pas exécuter le travail pour lequel ils ont été formés. On va faire un petit bout sur ce que Rémi vient de dire. Rémi donnait l'exemple de l'ingénieur forestier qui est dans son organisation, 42 ans d'expérience. On est dans une région où ce qu'on constate, là, la population s'en va en décroissant et qu'on s'inquiète. On réussit à recruter, dans mon cas, j'ai réussi à recruter un jeune ingénieur forestier qui vient de l'extérieur de la région, qui s'implante, qui arrive avec un désir de s'implanter dans la région, de participer au développement de la région. Puis lui, moins d'années d'expérience, mais avec un désir puis un vouloir faire les choses bien. Il était à la même école que ceux qui ont le droit de dire quoi faire, mais juste pour une question aussi simple de changer un gabarit de plan. Là, un gabarit de plan, là, si vous me voyez, un 67-50, c'est haut de même, puis un 45-50, un 45-110, c'est haut comme ça. L'écart entre les deux, c'est minime. Juste pour avoir le droit de faire ça, il n'y a pas le droit. Là. C'est un ingénieur forestier avec une formation. Il y a une attitude que le régime forestier actuel ne permet plus aux professionnels de la forêt d'avoir quand on travaille du côté de l'entreprise. Je pense que ça, on peut faire une efficience de cette façon-là. Est-ce qu'on a d'autres questions? Peut-être, si vous le permettez, j'aurais aimé entendre Mme Micheline Anctil, puisqu'à Forestville, il y a un centre sylvicole qui reçoit des commandes du ministère pour un certain nombre de plans à chaque année. Est-ce qu'il y a moyen, il y aurait moyen pour vous, j'imagine que non, ce n'est pas suffisant, mais de savoir à l'avance, en vertu de la commande qu'il y a là, combien d'arbres seront plantés? Mais j'imagine qu'il n'y a pas juste cette dimension-là à considérer. Et comment ça va au centre sylvicole, justement, par les temps qui courent? Merci, M. Allais, de la question. Je vous répondrai en 2 temps. Ce qui est amené ce matin dans la demande de prévisibilité, on en a parlé au niveau donc de la main-d'œuvre pour l'exploitation forestière. On en parle en termes de planification pour que les entreprises soient efficientes sur le territoire. Je pense que M. Lebel en a fait une belle démonstration. C'est la même chose au niveau du centre sylvicole, qui en fait va très bien cette année et les dernières années ont été assez exceptionnelles au niveau de leur économie. Ils ont besoin de la même prévisibilité.
En début de saison, dans le lancement, puis peut-être que vous m'avez entendu, j'ai fait appel en leur nom à de la main-d'œuvre. Au fil des années, donc ça l'a augmenté la demande, mais eux aussi, et ils ont augmenté leurs conditions de travail, ils ont vraiment consolidé leurs conditions de travail. Mais pour attirer de la main-d'œuvre, puis on s'entendra que c'est des travaux qui demandent beaucoup physiquement, dans des conditions de chaleur, de reboisement. Donc, au niveau physique, c'est très important. Alors, il faut, pour attirer la main-d'œuvre, avoir cette prévisibilité-là. Pour installer des gens, c'est beau de les attirer, mais la rétention de cette expertise et le maintien de leurs compétences, ça nécessite la même prévisibilité que la main-d'œuvre dont il est question au niveau de l'exploitation terrain. Et pour garantir la qualité, parce que le centre sylvicole s'est placé, je pense, dans un top qualité dans sa production. Alors ça dépend de la main-d'œuvre, évidemment, avec ses compétences, mais c'est aussi sa planification. Donc, la prévisibilité sur 5 ans qui est demandée, ça concerne le centre sylvicole de Forestville au premier plan, de la même façon. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je veux juste vous préciser que la présente entretien est enregistrée. Si jamais ça vous intéresse de l'obtenir, il sera possible de vous la transmettre, juste nous signifier. Ça va être mis sur le site web d'Alliance Forêt Boréale ainsi que sur le site web de la MRC Manicouagan. Donc, merci beaucoup de votre présence. Merci tout le monde. Merci. Bonne journée. Merci, Cathy.